Rencontre avec Marion Zillio pour le livre des larves. Les larves sont les figures d'une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l'humain. Pourtant, c'est par elles que nous avons pris visage. Les larves représentent un stade pré-individuel, celui d'une vie masquée sous sa première forme, qui inspire la léthargie et hante les vivants. Elles nous dévorent et nous ramènent à la terre, à l'humus. Elles font de l'humain une matière qui circule dans d'autres êtres et révèle l'évidence d'une porosité des mondes humains, animaux, végétaux, microbiens et abiotiques. Elles instaurent le règne des transitions et des coévolutions, plutôt que des totalités closes et achevées. Les larves, comme les parasites, sont les petits, les méprisés, les invisibles, la masse des travailleurs de l'ombre. Les croque-morts qui accélèrent la course à l'armement entre les espèces et donnent à l'évolution une intersubjectivité insoupçonnée. Nous sommes toutes et tous, ça et autres, le résidu d'une continuité du vivant et du non-vivant, de la vie et de la mort. Des parasites qui vivent au crochet d'autrui se précisent les zones de contact, mais aussi d'altérité et d'altération, nous permettant de voyager en nous-mêmes. Ainsi, le moi fait sien le monde extérieur qui se métamorphose en soi. Il adopte le regard du monde, selon une connaissance désormais affectivo-émotive, qui co-individue le vivant, sans chercher à imposer la tyrannie de sa pensée. I do the work I wished to experience. I wish somebody else would do it, and instead of waiting, I do it myself. Cette invitation à parler de cet ouvrage, le livre des larves. Alors si je devais en reconstituer la genèse, comme c'est indiqué dès la première page d'ailleurs du livre, eh bien je devrais préciser que c'est une idée qui a germé très tôt. Je devais avoir 15-17 ans et j'ai eu l'idée d'écrire un petit, je sais pas, quelques lignes, quelques phrases autour de cette idée, de ce titre en fait. Pourquoi ma mère a-t-elle élevé une larve? Et cette larve, c'était mon frère, avec cette volonté de certainement essayer de cerner cette altérité qui passe par la fraternité et qui, par rétroaction, peut-être nous constitue. J'ai certainement lu aussi un peu plus tôt La Métamorphose de Kafka, qui explique finalement comment la métamorphose n'est pas tant celle de Grégoire Samsa, mais de la famille entière qui se transforme, se métamorphose par rapport à ce ça, par rapport à cette identité complètement hors de toute norme. Et finalement, la larve m'est apparue comme une altérité radicale à l'espèce humaine. Et de ce projet eh bien, est née la volonté de fouiller, de collecter tout ce que je pouvais autour de cette notion de larve qui, je dois bien l'admettre, me rebutait dans un premier temps. Regnið drýpur, rennur niður af göngum á mig. Það að birta, þarna sést á milli skýja, komin aftur sólin sæla, sendir frá sér geisla hlýja. Öll él birtir upp síðir, æðsta valds ei bregðast tryggðir. Það að birta, það skín aftur sól og byggðir. Et mon enquête a commencé au lendemain finalement de la fin de mon livre Face World, le visage au XXIe siècle, qui était une réflexion sur ces techniques d'apparition qui avaient élevé la figure de l'homme au-delà de son enveloppe corporelle.
Or, la larve, en fait, dans son étymologie, dans son ancien français, donc larva désigne l'état de l'insecte, lorsqu'au sortir de l'œuf, il est pour ainsi dire masqué sous sa première forme. En comparaison à l'insecte adulte, qualifié de parfait d'ailleurs par Carl von Linné, et dont le terme technique est appelé imago. Et d'emblée, il y avait cette réflexion qui se pose entre le visible et l'invisible, entre ce qui est de l'ordre de l'image et ce qui n'a pas droit à cette image. Mais je dirais qu'avant d'entreprendre une recherche liée à ces caractéristiques, que l'on peut qualifier d'ordre esthétique finalement, sur notre façon d'apparaître au monde, de se présenter au monde, j'ai d'abord mené une recherche empirique sur les larves, les insectes. Je me suis rapprochée de groupes d'entomologie pendant plusieurs mois, plusieurs années, de telle manière à aussi appréhender les cycles. Et parallèlement à ces recherches liées à l'entomologie, un domaine un peu plus scientifique, eh bien j'ai sondé un petit peu les gens autour de moi, comme ça, pendant plusieurs mois, plusieurs années même, en leur posant cette question de but en blanc, et pour toi, qu'est-ce que cela t'évoque, la larve ? Et là, j'ai eu une sorte de réaction en cascade avec des catégories arbitraires, c'est-à-dire qu'il y avait une première catégorie de personnes qui me répondaient que la larve leur évoquait finalement ce qui est blanc, ce qui est dégoûtant, ce qui est visqueux, et tout un champ comme ça lié aux catégories de l'informe, de l'obscène, de l'impropre, de l'immonde en fait, de ce qui est hors du monde. Donc cela éveillait déjà tout un champ de recherche assez passionnante. Puis une deuxième catégorie de personnes pour qui finalement la larve évoquait la fainéantise, le fait de ne rien faire, de se réfugier dans un état larvaire qui consisterait à rester enfoncé dans son canapé, à attendre qu'il ne se passe quelque chose. Et là encore, il y avait une sorte de préjugé dans l'inconscient collectif, parce que quiconque s'interroge un petit peu sur le mode de fonctionnement d'une larve sait que la larve a une activité intense par rapport à l'insecte adulte, donc par rapport à l'imago, ce terme technique. Si vous voulez, l'insecte adulte a plus ou moins comme vocation de se reproduire, ne se nourrit pratiquement plus, et en fait a une durée de vie très limitée par rapport à cette vie larvaire qui peut parfois durer des années, jusqu'à 17 ans chez certaines cigales. Enfin. Et puis, donc, troisième catégorie, toutes les personnes en fait pour qui les larves, les asticots renvoyaient au domaine de la mort. Alors là, j'ai fait quelques recherches également, puisque finalement, ce sont des croyances qui vont accompagner tout le droit romain notamment, et qui vont faire émerger la figure de l'homme justement via cette catégorie de l'imago, dont on pourra aussi repréciser le sens et les caractéristiques. Et puis il faut bien considérer que le fait d'être dévoré, mangé dans cet état donc de mort est une insulte pour l'espèce humaine, qui ne voit pas à ce moment-là l'idée d'une continuité de la vie par d'autres étangs, mais plutôt celle de la fin d'une individualité et d'un moi. Quatrième point qui revenait, c'était la notion évidemment de métamorphose, de transformation d'un état juvénile vers un état alors soit qualifié d'adulte, soit avec des références encore liées à certaines croyances, notamment religieuses, de réincarnation, liées à une concrétisation de soi qui passerait par l'âme. N'oublions pas que en grec, le mot psyché se partage l'étymologie donc de âme, souffle et papillon. Donc il y avait toute une recherche qui m'a énormément intéressée sur ces notions-là. Et puis enfin, cinquième catégorie, l'ennui. Comme si les larves étaient indignes d'intérêt pour la pensée.
Et ce dont on se rend compte dans la philosophie, c'est que bien les recherches autour des insectes sont très tardives. Alors il faut attendre aussi l'invention de certains instruments comme le microscope qui permettent de voir ce qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, puisque évidemment on a été pendant longtemps dans une vision du monde fixiste. Et donc l'idée que Dieu aurait pu créer ces créatures rampantes, invisibles, proches de la mort, etc., ce n'était pas du tout concevable. Et donc il y a eu beaucoup de formes juvéniles dont on n'imaginait même pas qu'elles pouvaient ensuite métamorphoser en forme adulte. Et donc ça pose finalement une sorte de terrain de recherche qui se ramifie comme ça à travers différents champs que je viens agréger les uns les autres. J'ai aussi découvert que le mot larve en français, n'avait pas de rime, était un des rares mots avec le mot monstre, meurtre, pauvre, belge aussi d'ailleurs, qui était privé de rime, privé de résonance avec le monde. Et donc là encore, on voit qu'il y a tout un champ en fait de la pensée qui se loge dans ces mots. Et par la suite, j'ai essayé de resituer à la fois ces discours avec certaines problématiques, on va dire plus contemporaines. Et il est vrai que depuis quelques années, on produit énormément d'ouvrages sur les animaux, les plantes, les champignons, etc. Et je crois que le livre des larves se situe finalement sur ce qui serait peut-être un point de vue, encore une fois, un peu plus décentré. Et cette opération de décentrement des regards anthropocentriques qui s'expérimente aussi de plus en plus avec l'ensemble de ces livres, dans mon objet de recherche, donc concernant les larves, c'est comme s'il y avait ce désir de se situer depuis un point de vue hors du monde. Et le monde, mundus, signifie ce qui est rangé, ce qui est pur et ordonné. Et on voit bien comment finalement les notions d'immonde, d'immondice, d'obscène, d'informe et de répugnant sont des catégories qui doivent se tenir en marge de valeurs pensées pour et par les hommes. Et c'est en ça finalement que mon livre n'est pas tant un livre sur les larves, mais plutôt sur ce que nous croyons être. Et de fait, il y a une sorte de déplacement d'une question ontologique qui finalement n'est pas ce qu'elle est, au profit d'une théorie du milieu et de la relation. Finalement, dès lors que l'on prend la mesure de la subjectivité de chaque espèce, alors il n'y a plus de déchets, plus de parasites, d'immondices ou de morts, car ce qui pour nous relève du déchet et de la putréfaction sera un festin ou la promesse d'une continuité de la vie pour d'autres. Et c'est là en fait où on se rend compte que nos manières d'être et de participer au monde sont le fruit de philosophies qui, de l'humanisme à l'existentialisme ou d'institutions issues de la modernité, se sont fondées sur les catégories d'être, d'identité, de stabilité, d'universel, qui misent excessivement sur l'autonomie des individus, alors que ceux-ci, les hommes, les humains, ont une part significative de métissage, de parasitisme, certains parleraient d'hybridation, de créolisation, d'hétéronomie. Et donc c'est ce champ-là que j'ai essayé de sonder à travers des formes mixant, on va dire, ce qui relève de la fiction, ce qui relève du discours scientifique, de la subjectivité ou de l'objectivité, et où tout se reconfigure et s'échappe constamment. La science et l'art, le passé et le futur, et ce qui donne aussi au livre une composante un petit peu hybride et chaotique, parce que je pense que je mélange les niveaux d'écriture. Alors tout ça, c'était pas un projet, ça s'est fait de façon intuitive. Il n'y avait pas de... J'ai eu une manière d'écrire qui n'était pas du tout linéaire,
mais complètement cartographique. À la base, il y avait beaucoup d'images, donc le livre finalement n'a aucune image, mais j'avais toujours un point de vue très reculé sur mon texte, ce qui faisait que je voyais différentes pages et avec différents écrans d'ailleurs. Et j'ajoutais comme ça des éléments de façon à établir des mondes imbriqués, mondes un peu gigognes. Alors c'est pour cela aussi que le livre est composé de 3 livres, parce que finalement le modèle du livre est toujours un petit peu insuffisant ou inadéquat. Et donc dans le premier livre, il y a une sorte de backup où, comme je le disais un petit peu avant, je venais de terminer mon livre Face Word, toute une réflexion sur la notion de portrait, de présence et de représentation de soi sur les individus et par les individus. Et il se trouve qu'en inventant un ensemble d'apparaître qui nous permet d'apparaître, eh bien, donc du masque à la photographie, de la perspective à la psychanalyse, du drone à Instagram, etc., l'humain s'est inventé en se dévoilant. C'est comme s'il avait produit une deuxième paire d'yeux, tout à la fois familière et étrangère sur ce qui le constitue, si bien que l'homme, alors cet animal supérieur, construisit sa distinction prédatrice en s'inventant finalement comme proie. Et donc je fais toute une analogie avec cette notion de vivarium et d'aquarium, où d'un côté, on est animé aujourd'hui de la volonté de pouvoir non seulement avoir des discours situés, mais aussi des discours de coexistence et d'observation des autres espèces. Et puis d'un autre côté, l'humain a développé cette façon de s'observer de manière continue, donc il y a une observation continue de l'espèce sur elle-même, qui, ainsi que l'avait aussi très bien analysé Foucault, fait de la visibilité le piège en fait. C'est-à-dire que nous avons construit tout l'appareillage qui fait que nous sommes nous-mêmes enfermés dans cet aquarium qui développe un double imaginaire. En effet, l'aquarium en fait, a éveillé d'un côté l'idée d'une supériorité de l'humain sur les autres espèces, où l'aquarium représentait une sorte de laboratoire d'observation, pareil à un miroir des passions humaines, où se rejouait finalement l'idéologie positiviste de la maîtrise, de la domination et de l'appropriation de la nature par l'homme. Et puis d'un autre côté, cette époque prenait également l'idée non pas vraiment d'un retour de l'humain à la nature, que celle d'une communion recouvrée entre les espèces. Or, cet idéal de porosité qui abolit les hiérarchies entre le dedans, le dehors, le privé et le public va trouver à l'époque moderne finalement, et notamment autour de la civilisation de verre, les promesses d'une utopie sociale. D'ailleurs, Walter Benjamin estimait que vivre dans une maison de verre était par excellence une vertu révolutionnaire, en ce que les individus retrouvaient finalement le lien cosmique auquel ils appartenaient. Sauf que finalement, dès lors que les phénomènes où le sensible est dévoilé, il semble fonctionnaliser. Et c'est ainsi que ces architectures transitoires, d'abord réservées aux lieux de passage, aux halls d'exposition, on pense au Crystal Palace, aux gares, etc., eh bien, vont finalement éveiller plutôt des visions dystopiques, voire totalitaires, puisque cette vertu de la transparence va être la marque de fabrique d'un capitalisme qui veut absolument réguler, normaliser la libre circulation, le libre-échange, et donc le pouvoir panoptique s'impose comme un principe de transparence générale, dont finalement l'image de l'aquarium et de ces systèmes imbriqués sont une image assez fascinante, puisque
on fait tomber les murs, mais les parois, les écrans subsistent. Et aujourd'hui, cette dématérialisation présumée se retrouve dans les infrastructures de type Facebook, Instagram, qui sont finalement des vitrines d'exhibition, d'exposition de soi, et qui à terme bien sont aussi des technologies de surveillance généralisée, tout en ayant l'illusion et aussi l'obligation d'une certaine manière d'essayer de néanmoins sculpter sa singularité à travers ces nouveaux dispositifs. Et qui aussi, de prime abord, avait cette vision utopique de communion retrouvée entre les individus jusqu'à ce que l'effet inverse, l'effet panoptique, joue ce rôle de normalisation sociale, d'identification. Finalement, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, il y a toujours le désir de lever le voile. C'est ce qui fait qu'on se retrouve tendu entre effectivement un art de l'observation qui vise à faire attention, à raconter d'autres récits de vie corrélés ou indépendantes de celles de l'humain. Et puis, d'un autre côté, il y a toujours cet imaginaire prométhéen dont j'essaie un petit peu aussi de perturber la vision trop littérale, qui, elle, va toujours penser à travers le règne de la causalité, de l'utilité, de la finalité. Donc voilà, le livre se déploie à travers cette tension qui est, à mon avis, un des enjeux aussi de notre période contemporaine, où d'un côté on a toute une série d'ouvrages, de littérature qui visent à repenser le vivant et nos interactions avec lui, et puis d'un autre côté une sorte de néolibéralisme de surveillance où l'on va exacerber justement ce principe d'observation. Finalement, tout l'enjeu de ce livre serait d'échapper à cette visibilité prédatrice. Or, les insectes et le vivant en général a mis en place des organes de l'apparat où se développent notamment des questions liées au mimétisme, au camouflage, à des logiques d'ornement ou d'équipement cosmétique qui sont une manière de se présenter au monde, de devenir autre, de faire monde, qui peuvent, dans notre contexte, être salvateurs et ouvrir un horizon tout à la fois cosmopolitique, mais aussi une manière de vivre ensemble. Alors dans la suite de l'ouvrage, je me suis concentrée sur les termes larva, imago, nymphe, et je me suis demandé à quoi finalement ces mots renvoyaient dans l'imaginaire collectif et la construction de valeurs.
Or, nous l'avons vu, les larves relèvent de l'obscène, donc ce qui serait hors de la scène, hors de la vue. Et l'une des premières questions qui se posent, c'est pourquoi vouloir exclure du monde l'immonde? Pourquoi finalement se priver de la moitié de la matière de la vie? Et lorsque l'on revient finalement sur toute la philosophie, l'historique, la philologie en fait de ces termes, eh bien on voit que tout ceci est corrélé finalement au fait que eh bien, l'humain, en se trouvant progressivement attaché à la terre, en se sédentarisant, en cultivant et domestiquant à la fois les plantes et les animaux, eh bien, va développer tout un programme finalement biopolitique, même si le terme est anachronique, pour eh bien, prospérer dans cette nouvelle condition où finalement il est complètement dépendant des larves et des nuisibles qui peuvent attaquer ses cultures et son agriculture. Et c'est à partir de cette époque qu'il va commencer à intensifier ses cultes, à inventer ses dieux pour justement faire face à cette nature imprévisible, peuplée de nuisibles. Le sort des vivants va peu à peu dépendre de la manière dont la mort serait socialisée. Et c'est ainsi que l'humain développa de nombreux rites funéraires, mais surtout préjugea d'une vie post-mortem. Sur ce point, en fait, on peut souligner que pendant longtemps, les philosophes et les éthologues étaient persuadés que seul l'être humain, finalement, organisait des rites funéraires, mais on s'est rendu compte que de nombreux animaux, de nombreux grands mammifères notamment, avaient aussi développé des cérémoniales de danse, de chant, d'encerclement, de protection, voire de recueillement. Mais c'est vraiment cette notion de vie post-mortem et d'immortalité de l'âme qui va faire son chemin et dont les préoccupations liées au passage de la vie à la mort vont frapper l'imagination des poètes et des philosophes qui trouvent finalement dans les divers états de l'insecte, du ver rampant à l'adulte ailé, donc à l'imago, eh bien sa métaphore la plus parfaite. Le fait que ces insectes inspirent des masques, voire une tête de mort, l'idée de dissimulation, de mensonge, de simulacre, est un lien avec la putréfaction, suffit à les désigner comme des représentants du diable, et c'est ce qui fait que l'on expliqua leur création par l'idée de génération spontanée qui paraissait plus plausible qu'une filiation pouvant remettre en question le génie divin et l'excellence humaine. Alors entre la larve et l'imago, évidemment, on retrouve les notions de cocon, de chrysalide, et il se trouve que à partir de la fin du XVIIe siècle,
on utilisait le terme de nymphe pour décrire le cocon lié aux coléoptères. Or, les nymphes sont un groupe d'esprits féminins que l'on associe à la nature et qui signifie en grec ancien « jeune fille ». Et selon les contextes, jeune fille en âge d'être mariée, fiancée ou vierge, elle représente un état inférieur des jeunes filles seules ou non mariées, qui plus est sans enfants. Il se trouve que les nymphes, on les retrouve généralement dans les forêts, les bocages, les sources ou les grottes, des espaces sombres et moites où furent habituellement reclus les sorcières, les hors-zones, les malades, les fous ou les marginaux. Or, les nymphes n'ont pas été créées à l'image de Dieu, à la différence des humains, mais elles sont justement à l'image des hommes. Ainsi, dit-on qu'elles désirent perpétuellement celui dont elles sont l'image, ne pouvant acquérir une âme qu'à la condition de s'unir à lui. Et petit à petit, on voit la progression qui se déploie de la nymphe à la nymphomanie, à la folie finalement d'une sexualité compulsive où l'on pouvait aisément stigmatiser les femmes. Par ailleurs, selon une tradition liant les nymphes à Vénus, les nymphes désignent aussi les petites lèvres greffées sur la face interne des grandes lèvres de la vulve. Or, encore aujourd'hui, elles sont stigmatisées, point de voir fleurir ce que l'on nomme des nymphoplasties, qui sont des opérations chirurgicales visant à amputer ou à réduire ces petites lèvres, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont, comme le clitoris, des éléments érectiles et des zones hétérogènes sources de plaisir. Aussi, ce qui apparaît, c'est que la femme, l'insecte et le sexe sont trois catégories qu'il faut tenir éloignées pour des raisons de bienséance de l'ordre du monde émis par le patriarcat. Et c'est ainsi qu'à partir de cette notion d'insecte, de nymphe, etc., on va se mettre à désigner tout ce qui est nuisible parce que la vie commence à être pensée, ou plutôt réduite, dans ses fonctions de production et de reproduction. Et toutes celles et ceux qui entraveraient ou qui perturberaient en tout cas la régulation de ces notions de production et reproduction vont être associés aux larves, aux parasites, aux fainéants, etc. Et c'est à partir de là que le livre va prendre un tour plus politique, car en mixant finalement des considérations mythologiques, des anecdotes scientifiques et puis des propositions artistiques, on va se rendre compte que toute l'archéologie de ces savoirs qui vont désigner finalement un travail de mise à jour des structures implicites de notre expérience, de notre accession au réel et au monde, sont commandées par des opérations fondamentales de mise en ordre, lesquelles sont propices finalement à établir des relations entre les choses perçues et les mots pour les nommer. Alors la figure de la larve va devenir une sorte de figure qui va brouiller l'ordre initial des choses, l'ordre structural, architectonique et épistémologique. La figure de la larve qui renvoie finalement au symbolisme de l'inachevé, de l'imparfait, du liminaire ou de la mort, voire du monstrueux, va participer d'une forme de régression qui n'est évidemment pas une condition négative, mais bien plutôt une valeur positive qui s'extirpe de la pensée classique, canonique et taxinomique. Et cette vision, finalement, rend compte de l'intrication du langage avec le pouvoir, de même que l'ensemble des technologies de contrôle qui affectent la singularité. Et le modèle de la larve devient intéressant dans la mesure où il nous permet de penser dans ces formations biologiques et coévolutives une intersubjectivité qui place la question de l'altérité dans l'idée d'un potentiel d'altération, d'un potentiel de transformation et de métamorphose, où finalement il s'agit de revaloriser l'entre-deux comme forme à jamais fixée, comme forme
toujours prise dans la fluidité de son devenir et de ses processus d'individuation. Toutes ces opérations qui se trouvent dans le projet postmoderne, déconstructiviste, eh bien, prennent à l'aune de ce que l'on a appelé l'anthropocène, une dimension d'urgence, une dimension vitale, où ce qui semble se dessiner, c'est la volonté d'inscrire dans notre façon d'être au monde ce rapport de contamination, ce rapport de coévolution, de voisinage avec l'ensemble des règnes, l'ensemble des mondes, animaux, végétaux, microbiens, biotiques et aussi abiotiques. La figure des larves, qui est donc tout à la fois biologique, mythologique, métaphorique, qui aborde des questions de science-fiction, de thriller, qui peut être une figure d'oppression féminine, coloniale ou minoritaire, et dont le processus évolutif engage des mues et des transformations successives, vient nous permettre de penser une ontologie plus inclusive, qui évite de reléguer certains états dans la sphère de l'indicible, où se fondent encore des hiérarchies entre les formes vivantes et non vivantes. Les larves instaurent le règne des transitions et des coévolutions, plutôt que des totalités closes et achevées, mais elles sont aussi, comme les parasites, les petits, les méprisés, les invisibles, la masse des travailleurs de l'ombre. Et c'est par elle finalement que l'on peut penser et même éprouver l'idée d'une intersubjectivité où nous sommes toutes et tous, ça et autres, le résidu d'une continuité du vivant et du non-vivant, de la vie et de la mort. Et ce faisant, le moi fait sien le monde extérieur qui se métamorphose en soi, qui adopte le regard du monde selon une connaissance désormais multiperspectiviste. Et c'est ainsi que j'ai développé cette intuition qui était déjà posée d'ailleurs dans Faceword, d'éthique du caméléon, qui viserait finalement une refonte de l'ontologie, comprenant cette fois-ci la part visible mais aussi invisible, vivante et non vivante du monde, mais aussi de l'être et du non-être, et qui substitue finalement à des schémas anthropomorphes des visions davantage cosmomorphes, mais surtout une manière de vivre et de sentir et d'habiter le monde qui procède non plus selon un ego supérieur, la forme du cogito et de la conscience déployée par la philosophie moderne, mais selon une vision d'un anonymat élargi, d'un mimétisme qui ne procède plus d'une fuite, mais d'une assimilation positive au monde, à l'ornement, sous la forme peut-être d'une subjectivité cultivée. Et il est vrai que les artistes ont été les premiers finalement à s'approprier cette question du masque, non tant pour se cacher que pour se révéler, pour se créer leur propre visage, s'affranchir d'une identité imposée. Et ce qui apparaît désormais, c'est que cette faculté, en fait, n'est pas propre qu'à l'espèce humaine, mais peut-être à tout le vivant, qui en fait chercherait constamment à se présenter au monde. Et ainsi, peut-être pourrons-nous voir que ces formes animales, leur parure, leur symétrie, leurs ocelles, leur mimétisme, leur cosmétique donc, au-delà de leur présumée utilité ou intentionnalité, eh bien, peuvent exprimer une certaine résonance cosmique, une certaine manière d'appartenir et de faire monde.